Bonjour, aujourd'hui je vous propose au menu une bonne dose de carrosserie. On va essayer de clôturer ce chapitre particulièrement long de ce sauvetage, et le paragraphe qui suit va déjà permettre de vous montrer comment on a finalement réglé le souci de corrosion de la baie de pare-brise mis au jour la dernière fois. Rappelez-vous, c'était pas beau à voir. Ce type de problème est l'un de ceux que je redoutais le plus de voir. Retirer un pare-brise est quelque chose que j'évite autant que possible, mais après, devoir aller faire des découpes et des soudures dans des recoins aussi importants que ceux de la baie de ce vitrage relevait du challenge risqué. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'un certain Rémi, co-gérant d'un garage Renault local, m'a proposé son aide. Ça a fini par prendre la forme d'un stage d'une semaine et demie bien concentré en apprentissage. Durant cette vidéo, vous allez donc pouvoir partager ce moment très enrichissant avec moi. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va proprement découper la section de tôle irrécupérable qui sera remplacée par du métal sain. Après l'avoir décapé, j'arrive à voir les emplacements des points de soudure que je peux meuler. Avant de découper cette section du montant, je vais déjà récupérer un bout de tôle provenant d'une porte, et je vais la fixer au montant pour découper les deux ensemble. Au moins, comme ça on sera sûr que la dimension et la forme correspondent. Maintenant qu'on a notre bout de tôle prêt à être formé, Rémi peut me montrer exactement à quel niveau de l'arête couper. Mais ça tient encore bien. Il reste un point de soudure bizarrement placé et quasi invisible que je n'avais pas meulé. Après, ça va tout de suite mieux. Ah mince, pardon, excuse-moi, tu voulais... Ah mais c'est bon, je l'ai vu. C'est bon, tu l'as vu. Et donc voilà, tout ça, pour récupérer le chewing-gum perdu il y a 10 ans. Après une petite démo d'un outil de décapage que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent, Rémi me fait également une démo sur la meilleure manière de démarrer un barbecue. Et accessoirement, je prends pour la première fois en main la soudure au gaz. On veut de la soudure et ça tourne mal. Clairement, les points sont nettement plus propres qu'à l'enrobé que j'ai utilisé jusque-là. Malgré tout, une chose ne change pas. Si on veut éviter les déformations, il faut répartir les points pour diffuser la chaleur de la façon la plus homogène possible. Après validation du travail par mon mentor maître de stage, je peux meuler le tout et reprendre quelques soudures incomplètes. Et non, cet épisode de soudure n'aura pas raison de mon objectif cette fois. Finir les soudures dans les recoins est vraiment difficile, mais à force de faire des pâtés, j'ai réussi à combler tout ce qu'il fallait, au prix de longs moments passés avec le disque à meuler. Maintenant que notre baie de pare-brise est de nouveau complète, il faut préparer tout le tour pour une future repose et donc se débarrasser des résidus de colle et de la rouille de surface. La voici après un premier passage. Pas d'autres trous. C'est un sacré soulagement. Comme vous le voyez, j'ai largement débordé sur les montants et sur le toit puisque la corrosion s'était pas mal propagée. Au bas de la baie, il y avait une déformation assez importante pour justifier quelques coups de tire-clou. Ça aurait été dommage d'avoir à faire un gros pâté de colle pour que le pare-brise soit étanche. Après un ultime décapage et dégraissage, je passe un convertisseur de rouille. Et pas qu'au niveau du pare-brise.
passe maintenant à la correction des petites déformations restantes avec du mastic. Ça commence à être pas mal. Je corrige juste un oubli avec la découpe des quelques millimètres de surplus de la tôle qu'on a soudée plus tôt. Il reste quelques zones corrodées plutôt vicieuses puisqu'elles sont cachées sous la peinture. Comme on en est là, on montre quelle quantité de mastic poser pour pouvoir obtenir un résultat bien lisse à la fin. La réponse est beaucoup. Vraiment beaucoup. Et même si on va en dégager bien 90% lors du ponçage, c'est indispensable pour pouvoir obtenir un aspect homogène à la fin. Pour payer la location. Je te dirai ce que ça a donné, hein. Tu seras revenu des vacances. Donc voici après ponçage. Mais une nouvelle session est requise, et c'est moi qui m'en charge cette fois. Pendant que le produit sèche, je commence le ponçage du reste de la caisse, à commencer par les défauts que j'ai remarqués. Certains ont également eu besoin d'un peu de mastic. Je dois m'attaquer à un chantier un peu décourageant par son ampleur, le toit. Beaucoup de ponçage à venir pour pouvoir obtenir quelque chose de correct. Le vernis est brûlé à pas mal d'endroits, mais il faut donc s'en débarrasser. Je remarque aussi d'autres zones que j'avais ignorées jusqu'à présent, mais que je ne devais pas laisser en l'état. Au départ, j'avais pensé arriver à reprendre les zones les plus atteintes et laisser le coffre dans son jus par exemple. J'ai assez rapidement changé d'avis en imaginant le résultat final. J'aurais regretté, à coup sûr. Là, le chantier est déjà bien engagé. On n'est plus très loin du moment où il faudra passer l'après-garnissant. Après avoir corrigé les quelques déformations que je n'aurais pas supporté de remarquer à la fin, je peux commencer à poncer les recoins en préparation du passage en cabine. Oui, mesdames et messieurs, cette 200 n'aura pas droit à la peinture aux 4 vents en pleine nature, mais ne vous en faites pas, on y reviendra. Question de principe que les amateurs de travaux amateurs ne supporteraient pas de voir bafouer. On sort maintenant la voiture pour un bon coup de soufflette avant d'entamer un premier dégraissage, pour ensuite la rentrer en cabine après avoir commencé le masquage. Je sais que vous admirez les formes sculptées et viriles de cette magnifique Audi, n'est-ce pas? Ça lui donne l'occasion de tourner quelques minutes. Le
dégraissage est une étape plutôt sympa et reposante. Ça tombe bien parce qu'après, le masquage lui contraste plutôt avec de bonnes périodes de prise de tête, notamment autour des joints. Avant de faire migrer la voiture vers la cabine, je déballe un colis envoyé par notre partenaire du jour, peinturevoiture.fr, qui m'a gracieusement envoyé un paquet de fournitures. Des disques de ponçage, une combinaison de peintre, un masque, du vernis. Un grand merci à eux. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien du site et des produits en description de la vidéo. Vous voyez, la cabine est la bienvenue ces jours-ci. Il pleut sans discontinuer. Je bâche maintenant la voiture et vais ensuite découper des ouvertures dedans, là où l'après va devoir être appliqué. Une fois la ventilation et le chauffage en route, je recouvre les zones mises à nu d'après d'adhérence. On passe à la préparation de l'après-garnissant. Mais c'est Manu qui s'y colle. En plus, là. La pose de sticker Renault sur l'Audi, ce genre de truc. Moi, normalement, je fais ça devant ma porte de garage par terre. Ah oui, quand même. Avec le verre mesureur. Ah, je n'ai jamais d'établi, moi. Et même quand j'en ai un, je sais pas pourquoi, je me fous toujours par terre. Et c'est parti pour le pistolage. Encore une occasion de faire le plein de conseils à mettre en œuvre les prochaines fois durant lesquelles je serai de nouveau en autonomie. Ça, et après de l'autre côté, je vais de l'autre côté, je reprends du micro. J'ai même droit à une démonstration pratique du peintre professionnel. En théorie, on traverse jamais l'épaisseur d'après-garnissant quand on... Ah non, 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 parce que là, l'après, il protège la roue, c'est vrai. Si tu redégarnis, tu es obligé de remettre un coup de bombe avant de Il faut en mettre juste assez pour pouvoir enlever complètement la peau d'orange et être lisse, quoi. Et faire attention sur les arêtes alors. Donc de préférence, les arêtes, on les fait à la main avec l'interface. Et tout le reste à la machine. Après un court temps de séchage, je passe une seconde couche d'après.
On n'est pas encore à l'étape de la peinture ni du vernis, mais c'est toujours un soulagement de retrouver la voiture sous une teinte plus homogène. Retour dans l'atelier maintenant. Les zones vertes sont celles où un mastic de finition a été appliqué au niveau des retraits qui n'ont pas pu être comblés par l'après. Et c'est reparti pour le ponçage. À certains endroits, je m'aide d'un guide qui permet de révéler plus distinctement les défauts de surface, donc là où il faudra retirer plus d'après qu'ailleurs. Grâce à ça, on voit ici très bien l'aspect peau d'orange qu'il va falloir retirer. La voiture, portant des marques de grêle heureusement assez légères, j'ai profité de l'épaisseur de cet apprêt pour compenser les déformations. J'ai passé pas mal de temps à poncer à la cale. L'avantage c'est que ça tient chaud. Une dernière passe à la machine avec un disque au grain fin permet de retirer toutes les marques restantes qui auraient été visibles à travers la peinture. Comme il va être difficile d'obtenir exactement la bonne teinte, on va se servir des portes comme zone tampon. C'est là qu'on pulvérisera le raccord. Assez simplement, le but est de pulvériser la peinture dans un dégradé très progressif pour qu'à la fin la différence de teint soit imperceptible. Par-dessus, les portes arrière seront entièrement revernies. Évidemment, pour faire un boulot correct, je démonte les poignées et les baguettes. Sur ce modèle, heureusement, pas besoin de déposer les garnitures de porte pour pouvoir le faire. C'est appréciable. Après le nouveau ponçage intégral des parties apprêtées de la voiture, avec en plus les portes dont on vient de démonter l'accastillage, la 200 est de retour en cabine. On passe de nouveau par la laborieuse étape du masquage et on va pouvoir attaquer, enfin, la peinture et le vernis. Pour vous donner une idée du temps que j'ai mis pour en arriver là, on parle de 7 à 8 jours de travail à raison de 8 heures par jour environ. Depuis le temps que j'attendais ça. Une bonne semaine et demie, surtout. C'était long. J'espère que j'ai rien oublié. Mais bon, ça va, je me suis fait aider. Dernier dégraissage avant d'enfiler la combinaison qui évitera que la toute nouvelle peinture soit parcellée des poils de Miu. L'inspection avant de préparer la teinte révèle un ou deux endroits qui ont été mis à nu. Rémi en vient à bout facilement avec quelques coups de bombe d'après. Il est temps de dédier son attention à la formation mélange pour la base. Voilà. Et on met la commode quantité. Là, ça va monter. Tu vois, là, ça te met ce que tu as pesé, là, ce qui te reste à mettre. Tu peux constater que c'est quand même pas mal sensible. Ouais, c'est du goutte à goutte sur celui-là. Voilà, Tu commences par l'ingrédient le moins dosé? Oui. Parce que si tu te plantes sur l'ingrédient le moins dosé, mais genre beaucoup, tu augmentes la dose totale. Là, à la fin, ça te fait le double de peinture. Oui. Alors, vaut mieux se prendre au début. Je comprends. Parce que la machine te corrige automatiquement. Si tu fais une erreur, la machine va te corriger. Voilà, je fais 0. Je passe à la suite. Une fois la peinture prête, on peut prendre la précaution de pulvériser de l'air sur toute la voiture histoire de se débarrasser des dernières poussières qui auraient pu s'y poser. Et c'est parti, c'est le moment de ne pas faire de coulure. La première phase de mise en peinture consiste à poser un léger voile d'accroche. Par-dessus, on pourra charger autant que possible avant de passer une dernière fois pour ce qu'on appelle un démarbrage. Ça ne concerne que les peintures métallisées et ça permet d'homogénéiser le rendu des paillettes. Dans le cas contraire, on pourrait voir distinctement les sillons correspondant au survol du pistolet. Rémi me montre justement la méthode pour démarbrer, une pulvérisation assez lâche, loin du panneau.
Plus simple à décrire qu'à faire finalement. La base métallisée est entièrement posée. Il faut attendre qu'elle sèche pour passer à l'étape du vernis. Pour accélérer le processus, j'utilise ici ce que je vais appeler le canon à air. Je passe enfin ce fameux vernis sous l'œil avisé et les conseils de Manu. Il nous reste très peu de vernis, je laisse donc Manu peaufiner les dernières imperfections avec les quelques centilitres de vernis restants. Voilà, la pulvérisation est terminée. Il ne reste plus qu'à attendre que le vernis soit sec au toucher avant de retirer le masquage et de sortir la voiture pour admirer le résultat. Bon bah ça a pas l'air trop mal, hein. Pour être parfaitement honnête et clair avec vous, oui, il reste des déformations qui auraient mérité d'être corrigées et je n'ai fait que le strict minimum sur les portes. Mais il n'était pas question au départ d'une peinture complète ni d'une correction intégrale des défauts. L'objectif premier était d'éliminer durablement la rouille et de donner un aspect présentable à cette vieille Audi. Donc oui, quelques coups sont encore visibles et les portes, les ailes et le capot sont loin d'être parfaits. Pour autant, j'espère que la voiture présentera honorablement bien et surtout, je pense qu'on peut considérer qu'elle est maintenant sauvée d'un destin sous la forme de boîte de conserve. Ça va. Et voilà, c'est fini. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? L'arrière qui revient droit, ça passe là, hein. Carrément. Il faut voir qui s'est occupé du truc au début, quoi. On peut pas dire que ça avait facilité la tâche, ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce résultat me fait oublier toutes les petites galères et le temps passé à préparer la voiture pour en arriver là. Avant de ramener l'Audi au bercail, je vais remonter 2-3 pièces, à savoir le joint de coffre, les feux arrière, la trappe à essence et les baguettes de porte. Pour les poignées, je préfère attendre que le vernis soit un peu plus sec.
La revoilà dans un environnement connu. Maintenant que le vernis est sec à cœur, je vais remonter les autres pièces qui ont été peintes en même temps que le reste. Les deux habillages des montants arrière, les poignées de porte, mais également une antenne d'origine qu'un certain Jean-Marc, que je salue, m'a donné en plus d'un lot de pièces pas évident du tout à trouver. Au sein des pièces bonus, on trouve des lèches-vitres de porte-avant. Ça tombe bien, celui côté conducteur était bien abîmé. En parallèle, j'ai également pulvérisé du produit pour les corps creux dans le montant sur lequel on est intervenu. J'ai finalement remonté le pare-choc, et à partir de là, il nous manque une pièce dont l'importance est inversement proportionnelle à sa taille. Et oui, en toute logique, on ne va pas remonter le pare-brise avant d'avoir retrouvé un ciel de toit en un seul morceau. Et comme celui d'origine est dispersé façon puzzle, j'ai pu encore une fois compter sur vous, chers spectateurs, pour me sortir de ce mauvais pas. Mais cette histoire, ainsi que la suite, et fin de cette aventure, ce sera pour une prochaine fois. Mes remerciements également à Rémi, Fred et toute l'équipe du garage qui m'a accueilli, supporté et conseillé pendant ces quelques jours. Allez, ciao!